Pour la première fois, Xavier, on va l'écouter ensemble, le Kremlin a réagi à cet ultimatum des 50 jours qui a été posé par Trump. On avait l'impression que dans cette réaction, il fallait lire du « on n'en a rien à faire » de la part des Russes, mais c'est peut-être plus compliqué que ça, on va en reparler juste après. On écoute M. Lavrov. Nous voulons comprendre ce qui se cache derrière cette déclaration sur les 50 jours. Auparavant, il s'agissait de 24 heures, puis de 100 jours. Nous sommes tous passés par là et nous voulons vraiment savoir ce qui motive le président des États-Unis. Il est clair qu'il subit une pression énorme, je dirais même indécente, de la part de l'Union européenne et des dirigeants de l'OTAN qui soutiennent imprudemment les demandes de Zelensky de continuer à lui fournir des armes, y compris des armes offensives, au prix de dommages de plus en plus importants pour les contribuables des pays occidentaux. Encore une fois, le premier sentiment, c'était de se dire bon, ils n'en ont rien à faire. Voilà, ça n'a aucun intérêt pour eux. Vous partagez cette analyse parce que je crois qu'Isabelle en a une autre juste après à nous délivrer. Non, on voit bien dans les propos de Sergueï Lavrov qu'ils sont méfiants, qu'ils se demandent comment il faut prendre aujourd'hui le Donald Trump, qui n'est peut-être plus tout à fait le même que celui du début de la guerre. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ironisent sur les mêmes délais qu'ironisent les Ukrainiens. 24 heures, 100 jours, 2 semaines, à nouveau 2 semaines, encore 2 semaines, maintenant 50 jours. En fait, les ultimatums de Trump tombent à chaque fois plus ou moins à plat pour les Russes, mais là, ils se posent quand même des questions de savoir exactement ce qui va se passer. Au bout des 50 jours, qu'est-ce qui se passe? Il ne se passe pas une livraison accrue de matériel pour les Ukrainiens, ce dont ils ont réellement besoin sur le terrain. Il se passe des sanctions secondaires contre les pays qui font encore des affaires du commerce, notamment qui achètent du pétrole et du gaz, à savoir exactement la Chine, l'Inde, la Turquie, droits de douane à plus de 100%. C'est ça la sanction à la fin, donc ça ne vise pas directement la Russie, à part ses ressources qui sont extrêmement importantes aujourd'hui pour financer l'effort de guerre. Donc à Moscou, on fait attention à ce qui se passe, on continue comme si de rien n'était, ils vont continuer à mettre la pression, ils vont chercher à grignoter du terrain, mais on se méfie et on attend de voir ce qui va se passer, un peu comme tout le monde, j'allais dire. Est-ce qu'il y aura vraiment des livraisons d'armes en quantité impressionnante? Des patriotes, sans doute. On parle jusqu'à 17 batteries missiles antimissiles patriotes pour protéger les villes ukrainiennes. Mais c'est pas ça qui fera gagner la guerre, ça protégera les civils, ce qui est déjà énorme. Alors Isabelle, c'est à vous, je le disais, vous n'êtes pas tout à fait sûre que ça ne les touche pas tout à fait, les Russes. Il est possible que Vladimir Poutine se dise l'époque où je pouvais manipuler Trump à l'insu de son plein gré et aussi souvent que je voulais, que cette époque touche à sa fin. Ça, c'est en fait quelque chose qu'on sent à la fois dans la manière dont ils ont répondu, à la fois de manière assez violente dans les journaux russes, par exemple, Commerçante annonce que Donald Trump est passé du côté du parti de la guerre. Dans l'attente des réactions au Kremlin, on sent les mots qui sont choisis, les propos sont pris au sérieux. Je pense qu'il y a une réelle inquiétude à Moscou et qu'ils attendent de voir pour savoir si la proposition de Donald Trump, enfin son soutien affiché à l'Ukraine est réel ou ne l'est pas, parce que, encore une fois, avec Donald Trump, parce que les 50 jours, c'est aussi pour Donald Trump la possibilité de changer encore 5 ou 6 fois d'avis. Bien évidemment. Et Galia Ackerman, sur ce plateau hier, elle retenait surtout l'hypothèse selon laquelle Trump offrait là du temps volontairement à Poutine pour qu'il mette en musique son offensive à venir. C'est tout à fait possible. Depuis le début, depuis le mois de janvier, depuis que Donald Trump est revenu à la Maison-Blanche, on a observé un rapprochement absolument spectaculaire, une connivence absolument incroyable entre Donald Trump et Vladimir Poutine. On a même l'impression que, en fait, le KGB avait creusé un nid dans le cerveau de Donald Trump. Et je pense que, sur le fond, même avec ce changement de braquet, Donald Trump reste beaucoup plus attaché à la Russie, à Vladimir Poutine. C'est un système politique, c'est un grand pays avec des richesses immenses, une promesse de faire du business qui est quand même la seule chose qui intéresse Vladimir Poutine, une détestation des démocraties libérales traditionnelles à l'européenne comme elles fonctionnent. Et je pense qu'il continue à partager davantage avec un Vladimir Poutine qu'avec un Volodymyr Zelensky.
À partir de là, tout est possible. Donald Trump a peut-être donné 2 mois à Vladimir Poutine pour faire le job. Et puis, Vladimir Poutine les transformera ensuite en 2 mois supplémentaires et encore 2 mois supplémentaires. S'achetant du temps en permanence, allez-y Pierre. Ça, non, parce que en fait, l'idée que vous développez, qui a été développée sur votre plateau, c'est qu'il y aurait un deal. Donc, selon les préférences de Trump, qui aime bien les deals. Non, mais s'il y a un deal, ça veut dire qu'il se passera normalement quelque chose au bout des 50 jours. Et ça n'est pas certain. Quand vous voyez la réaction du Kremlin, c'est vrai, bon, ils le prennent au sérieux, mais ils sont obligés. Mais en même temps, il ne dit pas, non, mais moi, dans 50 jours, j'arrête. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est sur les livraisons d'armes. N'oublions pas quand même, ça a été dit, mais il faut le rappeler, ce ne sont pas des livraisons d'armes, ce sont des armes américaines, mais qui seront livrées par les Européens. C'est-à-dire, c'est les Européens qui vont payer à la limite. Financé, oui. C'est une aide européenne. Oui, mais en fait, de toute façon, les livraisons d'armes par les Européens ont déjà beaucoup porté sur des armes américaines. Et là, Trump fait une annonce qui, en fait, aurait dû être faite par les Européens. C'est eux qui vont payer. D'ailleurs, ce matin, Dimitri Peskov, le porte-parole du Kremlin, s'en prend exclusivement aux Européens. Il ne s'en prend pas du tout à Donald Trump, bien évidemment. Les Européens sont les seuls à être dans la ligne de mire, à être la cible des attaques du Kremlin. Après, il y a Medvedev. Trump a lancé un ultimatum théâtral au Kremlin. Le monde a tremblé, s'attendant aux conséquences. L'Europe belliqueuse a été déçue. La Russie s'en moque. Voilà, la Russie s'en moque pas du tout, parce que la Russie, elle a utilisé toutes ces séquences de soi-disant négociations auxquelles aucun Ukrainien ne croyait, pour être tout à fait franche. Un des objectifs de cette séquence, c'était quand même de stopper l'aide militaire américaine aux Ukrainiens depuis des mois. Ils nous ont fait quand même des shows à répétition, des coups tordus, de perversion sans nom, de manipulation à triple bande, etc., pour que les Ukrainiens n'aient plus de livraison d'armes américaines. Si, et je dis bien si, les annonces de livraison d'armes, y compris de missiles, sont transformées en essais, c'est-à-dire qu'elles arrivent effectivement sur le terrain, là, c'est un échec cuisant du Kremlin et ils sont loin d'être heureux, loin d'être contents et quand on quand même parle la propagande russe couramment, on comprend bien qu'ils sont un peu agacés là ces dernières heures. Merci pour la traduction, pour l'analyse de texte à tous les quatre.